bonjour à tous. Vous écoutez la Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, que vous commencez à connaître et que vous connaissez très bien pour ses cocktails musicaux. Aujourd'hui, j'ai deux invités. Eh oui, deux invités. Nous allons parler de deux romans. Donc un premier roman avec Catherine Boré, Un monde d'ego, qui vient de paraître aux éditions Il est midi, un premier roman fort réussi de Catherine Boré, Un monde d'ego, et Elisabeth Laureau-Dole pour La mijaurée d'Auguste C. Ça vient de paraître aux éditions Diabase, collection littérature. Elisabeth Laureau-Dole était déjà venue à notre micro pour discuter avec nous. Alors ça fait un grand plaisir de vous retrouver, Elisabeth, dans le studio de Bibliomanie. Et moi puis aussi. Vous, Catherine, je pense que c'est votre première radio. Absolument. Donc, avant que nous cheminions à vos côtés, alors j'ai trouvé, il y a apparemment pas de point commun entre vos deux romans, si ce n'est, c'est un peu l'histoire de l'idéal, de l'utopie, du monde, parce qu'Auguste Comte, c'est un peu le personnage central aussi de votre roman, Elisabeth Laureau-Dole. Oui, c'est l'ombre portée. Ah, l'ombre portée, vous y connaissez en ombre portée, puisque la dernière fois, vous nous en aviez parlé longuement. Mais c'est vrai que, c'est la perspective, comment toutes les deux vous interrogez sur l'avant, l'après, l'idéal, c'est-à-dire les idéaux qu'on porte en soi, que l'humanité porte en soi, et puis la pratique. Alors pour vous, Elisabeth Laureau-Dole, c'est sur la version d'un couple à trois, on pourrait dire, constitué par Auguste Comte, sa femme et son égérie, qui était Clotilde Deveau, je crois. Voilà. C'est ça. Alors, je vais vous demander d'abord à l'une et l'autre de vous présenter. Elisabeth Laureau-Dole, vous avez été enseignante. Oui, j'ai enseigné et la philosophie et les lettres. Ensuite, j'ai fait un peu de journalisme, disons, et j'ai écrit, comme vous le savez, un certain nombre d'ouvrages qui sont toujours des ouvrages de transmission jusqu'à maintenant. Il faut dire que vous avez débuté au Seuil Jeunesse, oui. Entre autres. Et puis moi, je vous ai connu avec un livre qui est paru aux éditions du Sonneur, La jument de Socrate. Et après, je pense que vous êtes venu ici pour un autre livre. Je ne sais pas si j'étais venue pour... Et l'ombre s'est épaissie. C'est ça, voilà. La jument de Socrate, je réhabilitais Xanthippe, la femme de Socrate. Et l'ombre s'est épaissie, c'était quelque chose de tout à fait différent, puisqu'en fait, c'était une dette que je devais, en quelque sorte, à une amie qui était survivante de la Shoah. Donc, le thème était vraiment très différent. Voilà. Alors, Catherine Boré, vous, c'est votre premier roman. Vous avez été... Tout à fait. Alors, présentez-vous. Voilà. Écoutez, moi, je pense que je présente un cas rare d'écriture tardive. Bon, puisque c'est un premier roman. Mais ça ne veut pas dire que je n'avais pas écrit auparavant. J'écrivais, comme on dit, un petit peu pour moi, de l'écriture de fiction, des nouvelles, des poèmes, un journal intime, et même roman pour la jeunesse. Mais j'avais publié quelques nouvelles dans des revues, mais là, vraiment, je me suis lancée dans un roman. Et puis autrement, pour ma vie antérieure, si l'on peut dire, oui, évidemment, professionnellement, j'étais amenée à écrire puisque j'étais universitaire, enseignant-chercheur, comme on dit, professeur d'université, donc avec une partie d'enseignement et une partie de recherche, et donc la nécessité aussi de produire beaucoup d'articles et de livres. Et puis, vous avez publié dans des revues aussi beaucoup de nouvelles. Des nouvelles, voilà, absolument. Et votre spécialité, c'était les sciences du langage, ce qui m'a intéressée dans votre roman, Catherine Boré. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes, c'est un roman foisonnant. Alors, je dirais que l'une et l'autre, vous ne boxez pas dans la même catégorie, on va dire. Non. Elisabeth Laureau-Dole, vous, c'est un style court, j'allais dire presque théâtral. Parce qu'il y a unité de temps, presque unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Absolument. Avec le chrono qui s'enclenche. Tout à fait. Et vous, Catherine Boré, c'est un style, c'est un style terrien, c'est un style nourri. C'est une écriture nourrissante et nourricière. Ah oui, j'accepte tout à fait ça, oui.
incarné, on va dire. Très incarné. Voilà. Dans un monde futur. Et alors, vous, Catherine Boré, c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure, vous passerez tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un univers romanesque. Il faut du temps pour rentrer dans votre livre, dans votre roman, et vous, alors là c'est l'inverse, on y rentre, alors là immédiatement, parce que vous c'est une écriture incisive, et j'ai retrouvé Elisabeth Le Rodol, j'ai retrouvé un peu ce que j'avais trouvé dans La Jument de Socrate, c'est-à-dire c'est la quête d'une femme. De plusieurs femmes. Ah oui, tout à fait. C'est un roman féministe en quelque sorte. Bon, il est certain que c'est une fiction. Le scénario est complètement fictif, puisque j'imagine une rencontre, d'abord une course dans Paris qui va faire, au terme de laquelle vont se rencontrer les deux femmes de Comte. J'en parle, je développe ou pas ? Donc, Caroline Massin, qui était la femme de Comte qu'il avait répudiée, et Clotilde de Vaux, qu'il va aimer durant une année, l'année sans pareil d'ailleurs, dont il va tomber éperdument amoureux, et qui va se refuser à lui. Et donc, le pitch, si on peut dire, c'est que Caroline Massin, qui a peur qu'Auguste Comte, qui dans le passé a fait des crises de démence, ne retombe fou, décide d'aller convaincre Clotilde de lui céder. Donc évidemment, c'est un scénario un petit peu particulier, en tout cas, voilà. Alors on peut dire aussi, Elisabeth Le Rodol, que c'est un roman féministe, on en a parlé, c'est la solitude de deux femmes en fait. Il y a la femme idéaliste. Moi, Auguste Comte, il est tiraillé entre rêve et réalité, utopie et réalité, tout ce qu'on voudra, et puis entre la femme idéale et la femme réelle. La femme réelle, c'est quand même celle avec qui il a vécu pendant 17 ans, voilà. Oui. Et la femme idéale, c'est Clotilde de Vaux qui écrit aussi. Oui, alors il n'a pas été tiraillé très très longtemps, à vrai dire, parce que Auguste Comte n'était pas un féministe. Il disait des choses des femmes qui n'étaient pas très marrantes. Bon, par exemple, je peux vous citer, oui, il n'est pas du tout féministe du tout. Faut voir la pauvre Caroline, elle en prend... je veux dire, vraiment, il est pas très aimable avec elle, c'est le moins qu'on puisse dire. Justement, est-ce que je peux dire quelque chose à ce sujet ? Oui. Parce que finalement, ça explique pourquoi j'ai écrit ce roman. Oui. Je me souviens être allée à la maison d'Auguste Comte, alors il y a peut-être des décennies maintenant, lire la correspondance entre Caroline et Auguste Comte, c'est-à-dire Auguste Comte et sa femme légitime, Caroline Massin, qui n'était pas encore publiée. Et donc, je suis tombée devant la conservatrice à l'époque, à qui j'ai lu que dans son testament, Auguste Comte a dit pique-pendre de sa femme, et notamment que c'était une prostituée, que c'était une femme publique, etc. Bon, moi j'ai jamais lu nulle part, mais enfin c'est un petit peu l'histoire de l'homme qui a vu l'ours, et donc c'est celui qui a lu, etc. Et la conservatrice s'est mise en colère, en me disant, je ne supporte pas qu'on dise de Caroline Massin que c'est une femme publique, c'était une femme intelligente, elle a suivi la pensée de son mari, elle l'a soigné quand il était fou, etc. Et j'ai lu effectivement la correspondance, et les lettres de Caroline étaient tout à fait extraordinaires, et je suis sortie de là, donc vous voyez, ça fait quand même peut-être 30 ou 40 ans, peut-être, je ne sais pas, parce que mon histoire avec Comte dure depuis mes 20 ans. C'est une longue histoire. Tout à fait. C'est une longue histoire. Un petit livre qui a été en gestation pendant des décennies. Et je suis sortie de là en me disant, un jour, je réhabiliterai Caroline Massin. Et en fait, c'est ce que je fais au travers de ce livre. Ah, évidemment, c'est la fiction dans l'histoire. Et ce sont les deux femmes d'Auguste Comte. Alors, Auguste Comte n'en pensait vraiment beaucoup de mal des femmes, d'une certaine façon. En tout cas, il les voyait comme quelqu'un d'inférieur. Et quand il est arrivé à dire qu'elles sont supérieures... Attendez, je vais vous citer. Quant aux gracieusetés dont il l'a gratifié, ça c'est Caroline, alors, bubon domestique, cancrelat de basse cuisine, universelle vermine. Ah, merci Auguste Comte. Là, cette pauvre Caroline Massin... elle s'acharne, c'est une femme entêtée, obstinée. Oui, mais d'abord, elle aime la philosophie de son mari, et ça, moi, je peux le comprendre parce que je l'ai aimée dès mes 20 ans, si je peux dire. Mais c'était pas une sainte, Caroline Massin.
C'était peut-être pas une femme. C'était peut-être pas une femme publique, mais enfin, quand ça allait mal avec son mari, elle allait se balader ailleurs. Bon, donc ça c'était clair. Et donc l'une des crises, la plus grande crise de folie d'Auguste Comte, a eu sans doute à l'origine l'une des fugues de sa femme. Bon, mais c'est tout. C'était une femme indépendante, c'était une femme intelligente, c'est une femme à qui la vie n'avait pas fait de cadeau. Et donc qui gérait sa vie d'une certaine façon. Elle l'a gérée. Bon, elle veut comprendre. Hein. C'est une femme qui veut comprendre l'homme avec qui elle a vécu et avec qui elle ne vit plus ou très peu. Non. Et il y a une sorte de il y a une sorte de quête d'interrogation presque théâtrale. Oui. Et c'est vrai que vous, Catherine Boré, autre point commun entre vos deux livres si différents et peut-être un peu c'est peut-être complémentaire, c'est que vous, c'est aussi une quête pour sauver quelqu'un d'une mort annoncée en quelque sorte. Dès le départ, il y a quand même une mort annoncée. Et vous, c'est la mort d'un couple. Oui. Mais il l'avait répudié. Mais il ne pouvait pas divorcer parce que le divorce qui avait été institué, après la Révolution, avait été supprimé. Donc, il avait été entériné par le code civil à l'époque napoléonienne, mais à partir de Louis XVIII, il avait été réinstauré. Et on n'aura le droit en France de divorcer que après 1870. Et vous, Catherine Boré, donc c'est vrai c'est important pour vous de bien situer dès le départ aussi ce sorte de compte à rebours. Tout à fait. Dès que j'ai commencé à concevoir ce travail, il y avait cette dualité, cette complémentarité entre la mère et le fils, puisque le couple en question, c'est un couple mère-fils, et il y avait cette destination ou cette destinée qui serait une destinée malheureuse. Enfin, c'était déjà comme la tragédie en quelque sorte, donc il y a certainement aussi une composante tragique dans ce travail, qui par ailleurs est un travail aussi spéculatif avec mes faibles moyens. Mais en tout cas, pour moi, c'était aussi une occasion de réflexion sur beaucoup d'éléments sur lesquels je reviendrai tout à l'heure avec vous. D'accord. Alors, Elisabeth Laurent-Dole, je vous dis une dimension théâtrale, beaucoup de dialogue dans votre roman, qui est assez court. C'est un style vif, rapide. Vous m'avez dit hors antenne que vous étiez habitué à raturer. Vous êtes une habituée de la rature. Je suis une habituée de la rature. Et puis, j'ai lu quelque chose qui m'a conforté aussi là-dessus. Dans son journal, Jules Renard disait qu'en littérature, tout est toujours trop long. Et ayant moi-même travaillé sur quantité de livres et quantité d'œuvres des autres, ça me paraissait évident. Donc j'ai tendance, quand je lis des livres, et même d'excellents livres connus par la critique, etc., moi je raturerais des tas de choses. Donc il y a deux dans les deux femmes d'Auguste Comte. Il y a Caroline Massin, donc on l'a présentée, et Clotilde Devaux, elle écrit. Mais moi, c'est vrai que je la connaissais de nom, mais je l'ai redécouverte grâce à vous. Ah oui. Alors Clotilde Devaux, donc c'est une fille d'une femme aristocrate et d'un soldat, si on peut dire, de Napoléon. Elle a eu une drôle de vie. Parce que son père, donc son père militaire à la retraite, a hérité d'une perception, si on peut dire. Il a géré une perception. Et quand elle a épousé Amédée Devaux, d'où son nom Clotilde Devaux, Amédée Devaux a repris la perception du père de Clotilde. Seulement Amédée Devaux, il est parti avec la caisse, il a acheté tout ce qu'il pouvait dans les cabinets, et donc il est allé en Belgique, et la pauvre Clotilde s'est retrouvée donc veuve d'un mari qui n'était pas mort. Voilà. Ouais. Et elle racontait ça, et donc elle avait envie d'écrire. Elle a écrit 2 ou 3 petites nouvelles, dont une qui s'intitule Lucie, qui est parue à l'époque comme tout ce qui paraissait, c'était dans les feuilletons, les journaux, etc. Et à l'époque, c'était dans le National d'Armand Marat. Et donc, elle pensait qu'elle était une écrivaine. C'était gentillet, quoi. Bon, mais
En fait, cette Lucie, je l'ai lue dans le livre de Charles de Rouvre, qui était le petit-neveu ou l'arrière-petit-neveu de Clotilde de Vaux. Et donc, il cite beaucoup de grands passages de Lucie. Donc, elle raconte sa vie. Voilà. Et sa rencontre avec Auguste Comte, ça s'est passé comment Alors, sa rencontre avec Auguste Comte, en 1845, oui, ça doit être à peu près ça. Bon, il était examinateur à l'école polytechnique, c'est-à-dire qu'il y avait des entretiens pour faire entrer donc des jeunes à l'école polytechnique, et le frère de Clotilde de Vaux, qui s'appelait Maximilien, avait été passé en entretien devant Auguste Comte, qui l'avait d'ailleurs recalé, mais pour Maximilien, c'était vraiment... il était le plus grand philosophe vivant, mais pas seulement pour Maximilien. Il faut savoir qu'Auguste Comte, au XIXe siècle, était considéré comme l'un des plus grands. On l'a comparé à Descartes. Le philosophe Stuart Mill disait que vraiment c'était le grand des grands à cette époque-là. Donc on n'imagine pas. Et vous avez raison quand vous avez dit que Auguste Comte, ça vous disait pas grand-chose, mais ça ne dit à personne aujourd'hui. Non. Il est tombé dans le positivisme. Voilà. C'est ça. On retient le positivisme. Boré, voilà. Et puis, effectivement, peut-être cet idéal, en effet, dont vous parliez au début et qui fait le point commun peut-être entre nos deux ouvrages. Mais oui, c'est ça. Ouais. C'est peut-être la seule chose qu'on retienne. Et en effet, on ne l'enseigne plus ou pas. Ah non, c'est tombé. C'est complètement, c'est quelque chose qui a eu encore une influence sur la société française, peut-être jusqu'à la moitié du XXe siècle. Tout à fait fini. C'est ça. À tel point qu'on a voulu déboulonner, enfin, à l'époque de Claude Allègre, je crois, la statue d'Auguste Comte qui se trouvait place de la Sorbonne, on l'a pas déboulonnée, mais on l'a déplacée. Voilà. Ouais, et alors, donc, il a rencontré Clotilde de Vaux parce qu'il était invité par son frère chez ses parents. Et là, il est tombé devant une jeune femme qui avait presque 20 ans, en fait, qui avait 17 ans de moins que lui. Et une jeune femme superbe, très, très belle, charmante, un petit peu alanguie, mais enfin... Très alanguie, hein, elle est malade. Eh ben oui. Elle est malade. Bah, bien sûr. Et alors, je pense que certains lui prétendent qu'elle a celui de la plume et des mots. Ce talent-là lui semble mineur et dérisoire. Est-il seulement nécessaire? Écrire n'est pas vivre. C'est un succès d'année. Un jour viendra où elle n'écrira plus, mais vivra vraiment. Si elle ne sera pas malade indéfiniment. En plus, il y a plusieurs comptes à rebours dans votre livre. Il y a le compte à rebours de 2 histoires d'amour, si on peut dire, même 3 histoires d'amour. Et puis, il y a le compte à rebours de la vie d'Auguste Comte et de la vie de cette jeune femme qui est condamnée. Qui est condamnée. Donc, et on sent le souffle, un travail sur... Elle est physique, elle a la tuberculose... maladie du siècle. Ouais, donc on sent que vous jouez. Enfin, c'est assez bien. Ça pourrait être une pièce de théâtre. Hein. Ça pourrait être mise en scène. Hein. Eh bien, avis au metteur en scène. Non, mais ça pourrait. Oui, absolument. Ça pourrait, puisque il y a. On m'a dit qu'il y avait quelque chose de cinématographique dans le déroulement. Moi, je verrais plutôt ça au théâtre. Oui, mais parce que c'est vraiment très. Voilà, il y a une action, il y a la recherche de cette femme. Alors, cette femme, Caroline, à quoi penses-tu? Son invariable question lui vaut une invariable réponse développée dans un soupir. Faut-il absolument penser pour exister? Et finalement, cette Caroline, elle incarne... Caroline. C'est Clotilde qui dit ça. Oui, mais je parle de Caroline quand même. Oui, d'accord. Elle incarne la question. Oui. Qui revient sans arrêt. La question lancinante auquel Auguste Comte ne veut pas répondre. Il est comme beaucoup d'hommes, il ne veut pas choisir. C'est ça qui vous a... Quel était le mobile un peu de ce livre, de ce roman, Elisabeth? Comme je vous l'ai dit, c'était la réhabilitation de Caroline Massin. Et comme toujours, mais enfin quand on commence à écrire un livre, on a une idée de ces personnages et on imagine que ils vont partir de là, ils vont arriver là. Et l'écriture a ça d'intéressant, c'est que finalement
les personnages dévient complètement. Je pense que je vous avais dit la même chose à propos de la jument de Socrate. Oui. J'avais commencé la jument de Socrate en voulant réhabiliter Xanthippe, dont on disait que c'était une femme de mauvais caractère, qu'elle versait l'eau sur la tête de Socrate, etc. Et je trouvais que Socrate, il bénéficie, il bénéficiera. Donc il y a une espèce d'éternité dans la réputation de Socrate, qui n'a jamais rien écrit, mais qui en fait tout dire, et du meilleur. Et quand j'avais commencé ce livre, en tout cas, je me disais, il va en prendre pour son grade. Quand j'ai commencé La Mijaurée, j'avais déjà le titre en tête. Donc La Mijaurée, c'est Clotilde, etc. Et je me suis dit, elle va en prendre pour son grade, parce que je voyais une espèce de femme un peu évanescente, se faisant plaindre, etc. Enfin bon. Et se plaignant dans ses écrits. C'est vrai que le titre est un peu surprenant. Moi, il m'a un peu surprise. Et dans quel sens ? Mais après, j'ai compris. Ouais. Vous avez utilisé un terme un peu suranné, un peu qu'on n'emploie plus maintenant. Moi, on est quand même en 1846. Oui. Mais vous avez tout à fait raison. Non, mais ça m'intéresse de savoir parce que bon, La Mijaurée, j'aimais beaucoup ce mot. Et mon éditeur, donc s'il écoute et il écoutera en podcast, bien sûr, il est très intéressé par tout ce que vous allez dire. Au début, il m'a dit La Mijaurée, le titre, ça va pas, etc. Bon, moi, je suis pas spécialement d'accord. Un titre ne convient pas. Est-ce que vous en avez un autre ? J'ai dit ok, d'accord. Bon, proposez-moi autre chose. Voilà. Donc, mon éditeur, c'est Yves Bescon, avec sa femme Cypris Koffides. Bon, je suppose qu'ils ont fait du brainstorming ensemble. Puis finalement, au bout du compte, il dit non, on n'a pas trouvé, et on a laissé La Mijaurée d'Auguste C. Et j'étais très contente, mais moi, je trouve que c'est un beau titre, quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? Il est un peu surprenant. Il est un peu surprenant, et il est un peu surprenant. Oui. Ce n'est qu'un titre. Il est un peu. Après, on le comprend mieux quand on lit l'histoire, et on est en plus dans le 19e siècle, donc effectivement. Puis c'est le mot qu'emploie Caroline en disant au tout début. Ouais. Elle quitte Auguste Comte après avoir appris un certain nombre de choses qu'elle n'avait pas appris. C'est de la fiction, ça. Et elle lui dit, tu l'auras ta mijaurée. C'est ça. Donc, le mot mijaurée est dit par Caroline. Et puis, je sais pas, moi, c'est un terme que j'ai bien entendu. Évidemment, je suis d'une autre époque. Mais entendu dans mon enfance. Oui, moi aussi. Pain bêche, mijaurée, voilà. Oui, bon. Alors, c'est vrai qu'Auguste Comte, je crois qu'il y a une phrase de lui qui est mise en exergue: supérieur par l'amour, mieux disposé à toujours subordonner aux sentiments, l'intelligence et l'activité, les femmes constituent spontanément des êtres intermédiaires entre l'humanité et les hommes. C'est charmant. Et puis alors, on découvre. Alors, il y a beaucoup d'humour aussi de la part de Caroline. Je trouve que c'est un vrai personnage, Caroline Massin. Ah ouais, c'est une femme forte, ouais, intelligente. Et puis alors, elle agit à rebrousse-poil. Alors j'imagine, voilà ce qu'elle dit à Auguste Comte, je suppose. J'imagine que tu pèses toujours ton manger. Elle imaginait aussi qu'il devait mesurer le temps de ses journées, le temps pour réfléchir, le temps pour marcher, pour dormir, le temps pour lui, le temps pour autrui. C'est tout ce qu'il avait trouvé pour tenir à l'écart sa folie, sans fabriquer une autre, en ritualisant chaque démarche de sa vie. Mais c'est ce qui s'est passé, parce que quand Auguste Comte, donc après sa crise de folie, il a quand même été, à l'âge de 28 ans, enfermé près d'une année chez Dr Esquirol, à la suite de crises de démence quand même très violentes. Il en est sorti non guéri, mais est-ce qu'on sort des asiles guéris ? Ça reste à prouver. Et donc, moi, j'aimais beaucoup ce côté un petit peu faible et à la fois fort chez Auguste Comte. C'est pour ça que j'ai aimé à la fois le philosophe et l'homme. Mais là, je parle de ma propre réalité. Oui. C'est qu'il s'agissait d'un homme qui s'est dit... et d'abord, il s'est jeté dans la Seine en se disant « Je ne retrouverai plus mes capacités mentales ». Bon, il y a un garde royal qui l'a repêché, on l'a ramené à sa femme, etc. Tout ça est réel. Et il s'est dit « Bon, je vais m'arranger pour ne plus redevenir fou ». Et donc, tous ces rites de vie, il s'était prescrit une hygiène de vie, quelque chose de très particulier. Je mange ça, un jour je travaille, un jour je travaille pas. Il marchait beaucoup. Ouais. Il déambulait beaucoup dans Paris. Et aussi, mais on voit Paris. C'est marrant parce qu'on voit
la marche à pied dans Paris, quand on vous lit. C'est à l'époque. Ils partent de la maison d'Auguste Comte, qui est donc rive gauche, rue Monsieur le Prince, et du côté de l'Odéon, et vont rue Payenne dans le Marais. Donc il y a toute cette course à travers Paris, bien entendu. Voilà, et c'est vrai que c'est un être complexe, Auguste Comte. Voilà ce que vous écrivez, Elisabeth Lorodoll. Mais je l'aime bien. Hein. Vous aimez bien tous vos personnages, j'ai l'impression. Auguste Comte sort de son cabinet. Mais oui, surtout la Mijaurée. Auguste Comte sort de son cabinet et s'approche de la psyché pour s'y détailler. Est-il vraiment tel qu'il s'y voit ? Son miroir ne le déforme-t-il pas ? Ne lui renvoie-t-il pas, comme le croyaient les anciens quand ils scrutaient dans le miroir métal poli leur reflet, sa face nuit, donc sa face nocturne, j'explique aux auditeurs, que personne ne connaît. Et c'est cette double face, c'est cette traversée du miroir que nous raconte votre livre, Elisabeth Lorodoll. Oui, mais c'est vrai qu'il n'était pas beau au miroir, mais quand on regarde les portraits d'Auguste Comte, il n'est pas marrant, il ne sourit jamais, il n'a pas beaucoup de cheveux, on a vraiment l'impression que la misère du monde lui est tombée sur la tête. Et oui, et cette misère, en fait, il n'a qu'une envie, mais bon, là, vous allez me poser des questions sûrement là-dessus, il a envie de concourir au bonheur de l'humanité, en fait, c'est la religion qu'il va faire, c'est pour ça, quoi. Donc, oui, j'ai peut-être un peu forcé le trait. En plus, quand on me lit, on me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux ? Il n'était pas si vieux que ça. On est en 1846. Bon, je sais qu'il faut se reporter presque 2 siècles en arrière. Mais il est né en 1798, donc il avait 48 ans. C'est pas... Bon... pas jeune à l'époque. Il n'est pas jeune, mais il a un coup de jeune avec cet amour pour sa Mijaurée. Il découvre l'amour, c'est-à-dire pas simplement, bien sûr, il veut la posséder physiquement, ça c'est clair, il lui écrit, mais il découvre vraiment la vertu d'amour. Et il va faire de l'amour le principe de sa philosophie et de sa religion. Donc sans la rencontre de Clotilde, tout ça n'existerait pas. Enfin, la religion d'Auguste Comte n'existerait pas. Alors on va faire, vous savez qu'une émission sans musique, on fait souvent le reproche, parce que je parle pas mal. On va faire une pause musicale et nous reprenons notre chemin aux côtés d'Auguste Comte et de sa Mijaurée. Très bien. Alors nous allons commencer par un titre un peu rock. C'est pas du 19e siècle, je m'en suis tenue au 20e siècle. C'est un groupe actuel qui s'appelle Igor and the Hippieland et c'est Running Away. Et oui, il chante en anglais. Non, c'est pas celui-là, pardon. You tell me things that I don't want to hear. I'm running away. You're out of line, your intentions are clear.
because of you. I'm running away. Oh no. I'm running away. Oh no. Yes, I know. Oh no. Oh, oh, Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui en présence de deux écrivains, deux femmes, Elisabeth Lorodoll pour La Mijaurée d'Auguste C qui vient de paraître aux éditions Diabase et Catherine Boré qui vient nous parler de son premier roman, Un monde d'égo qui est paru aux éditions Il est midi. Alors, Elisabeth Lorodoll, c'est vrai que cet Auguste Comte, voilà ce que vous écrivez d'ailleurs à son sujet, il remplace donc Dieu par l'espèce humaine en son entier. Ce n'est pourtant pas compliqué, le monde futur rendra un culte à celui qui l'a précédé pour ce qu'il a accompli, et à son tour il œuvrera pour le progrès. Ainsi devenu pour l'homme l'unique providence, l'humanité verra, génération après génération, son animalité se muer en divinité. Donc c'est l'humain, c'est la croyance au progrès. Et lui, est-il si humain que ça, finalement, Auguste Comte? Parce qu'il en sort quand même, dans sa vie privée. Voilà ce qu'il dit à Caroline, je pense. Vous extravaguez, il ne s'agit pas de passion. Ah non, ça c'est autre chose. Il lui dit, n'oubliez pas, Caroline Massin, que vous me devez une infinie reconnaissance. Ne vous ai-je pas sauvé de la déchéance? Et c'est elle qui le sauve quelque part, en plus. Oui, mais de la solitude, de la folie peut-être aussi. Elle le recentre. Oui, mais comme je vous ai dit, c'était quand même pas une sainte et donc. Non, mais non plus. Mais personne, voilà. Ils sont tous à égalité là. Enfin, personne. Non, mais bon, je pense qu'Auguste Comte, là encore, j'ai l'impression d'avoir forcé le trait et donc s'il existe quelque part dans un monde d'esprit où je ne sais pas si on peut y croire. Bon, franchement, je lui demande pardon parce que. Il n'était pas si mauvais que ça. Bon. Et alors, sa philosophie, si vous voulez, bon, vous en avez vaguement parlé, mais c'est vrai que pour lui, c'était tout à fait évident qu'il fallait s'attacher à la terre, qu'il fallait renoncer à connaître l'inconnaissable. Et donc, il fallait apprendre, savoir, bien sûr, mais la science était inutile si elle ne concourait pas au bonheur de l'humanité. On doit quand même à Auguste Comte le terme d'altruisme, c'est-à-dire le fait de vivre pour autrui. Il dit à certains moments, de façon très précise, enfin bon, c'était un anti-individualiste, et là-dessus je le suis complètement, on n'a pas de droits, on a des devoirs. Et des devoirs envers tous. Et quand il parle de l'humanité comme étant le grand être, c'est parce que lui-même s'inscrit dans une grande chaîne de pensée. Il est reconnaissant. Sa religion, c'est la religion vraiment de l'humanité entière, c'est-à-dire les êtres passés, présents et futurs, pour ce que les uns ont accompli, et donc le relais qui se passe d'une génération à une autre. Et même si tout ceci n'est pas tellement nouveau, bien entendu. Mais à l'époque, il faut savoir aussi qu'Auguste Comte, il est venu après la Révolution. La Révolution, ça avait été une sorte d'apocalypse qui a mis combien la France a mis des décennies à se remettre. C'était le brigandage généralisé, il n'y avait pas de rente, il n'y avait plus d'instruction, il n'y avait plus rien. Donc, toutes les utopies du 19e siècle, du début du 19e siècle, étaient là pour essayer de refaire une société. Donc là, c'est peut-être le point commun avec le livre de... Oui, voilà, avec de notre ami. Oui, puisque à l'origine, dans le roman, c'est l'idée, on tend vers une idée d'harmonie. Hein, c'est le principe que défend Artémisia, donc le personnage qui va apparaître comme... de votre livre, Catherine. Oui, le personnage principal qui régit cette société de la juste régulation, dont on va parler tout à l'heure.
d'ailleurs. Et en effet, l'idée d'égalité, qui est une idée qui est chez nous très banale pour nos sociétés démocratiques, elle est repensée à nouveau frais par cette Artémisia et dans la société des égaux qu'elle veut propulser. Voilà. Alors c'est vrai, voilà, vous avez été des passerelles. Et pour venir à vous, Elisabeth Loroudol, en fait, c'est aussi le roman du Enfin, d'abord, il y a deux idées qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. D'abord, cette idée de chaîne, de transmission. J'ai l'impression que vos trois personnages n'arrêtent pas de créer une chaîne conflictuelle, interrogative, passionnée. C'est-à-dire, Caroline va frapper à la porte de la pseudo-maîtresse de son mari, qui elle n'est pas vraiment sa femme maîtresse. Elle n'a jamais été sa maîtresse. Mais l'égérie de son mari. Et en frappant à sa porte, elle découvre une autre femme. Oui. Elle découvre une autre réalité. Oui. Et de même, la muse découvre donc tout le monde se découvre finalement dans une chaîne, une sorte de cercle de remise en question perpétuelle. Oui, et vous l'avez vaguement évoqué tout à l'heure, c'est vrai, avec le fait que les femmes s'en sortent très bien dans cette histoire. Oui. Elles sont, pour moi, elles s'en sortent là où elles s'en sortent le mieux, c'est qu'elles ont réalisé qu'elles avaient un grand homme qui avait évidemment ses petitesses, ses petits côtés, peut-être pires, mais que cet homme, il voulait véritablement régénérer, il voulait travailler pour l'humanité. Et ce sont des femmes à la fois intelligentes et qui ont du cœur, et elles sont conscientes qu'il y travaille très bien et qu'il faut le soutenir et que ne serait-ce que pour ça, que sa valeur est là. Donc il y a deux femmes qui sont conscientes de la grande valeur d'Auguste Comte. D'une création, d'une pensée philosophique qui est là. Alors création, c'est vrai que plus j'y réfléchis, plus je me dis finalement qu'est-ce qui est neuf chez Auguste Comte. Pas tant que ça, peut-être la classification des sciences, peut-être la loi des trois états. Donc, imagine que l'humanité passe par trois états, etc. Bon, on développera si vous voulez, mais enfin, je suis pas là pour un cours de philo. Mais donc, mais quand je réfléchis, parce que ça fait quand même plus de 50 ans que je réfléchis sur Auguste Comte, je me dis non, il n'y a pas de nouveauté vraiment, mais il s'inscrit, il le dit lui-même. Rien de neuf, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'ajoute, et donc il ajoute un peu de pensée à la pensée des autres, en laissant la possibilité aux autres, bien sûr, de développer cette pensée. Et puis j'ai aussi l'impression que votre roman est le roman du paradoxe, puisque, par exemple, alors je reprends la phrase que j'ai ébauchée tout à l'heure, vous extravaguez, il ne s'agit pas de passion mais de possession, et cette femme vous possède, c'est parce que vous ne la possédez pas. On ne sait pas qui nous possède qui possède quoi, on ne sait pas qui l'on est, ce que l'on cherche, ce que l'on sait. Ça aussi. Absolument. Ça, je fais dire ça à Émile Littré, qui a été le grand ami d'Auguste Comte. Alors Émile Littré, moi, c'est une découverte aussi dans votre roman. J'ai beaucoup aimé, je dirais presque l'évocation du personnage d'Émile Littré. Il m'a beaucoup servi. Ouais. Il était l'ami d'Auguste Comte. Il l'a suivi. Bon, il était médecin à l'origine. C'est le Littré, évidemment, du dictionnaire. Vous connaissez ça par cœur. Et il a suivi Auguste Comte jusqu'à au moment où Auguste Comte est passé de la philosophie à la religion. Et à ce moment-là, il dit, bon, ça y est, il devient fou, etc. Et donc, à ce moment-là, il a complètement lâché. Et Émile Littré a été, alors, du vivant des personnages, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais, pour avoir lu la biographie d'Émile Littré, en tout cas, sur Auguste Comte, qu'il a défendu Caroline Massin. Alors que, par exemple... Oui, il la défend. Ouais. Il la défend tout à fait. Et donc, il nie qu'elle a été la femme publique que certains ont dit. Ce qui est répété dans les autres biographies. Par exemple, si on lit le livre d'Henri Gouillet, il dit comme si c'était quelque chose qu'il avait vraiment vu, appris, etc. Bon, tandis que non, pour Émile Littré, Caroline Massin est une femme intelligente, et donc je l'ai fait échanger. Moi, il me fallait un personnage finalement qui se trouvait, autre personnage masculin. Absolument, qui se trouvait ne pas être le double d'Auguste, mais
aidé quand même à comprendre et à faire parler Caroline Massin, ce qu'Auguste Comte ne se souciait pas de faire. Bah non, parce que leur vie domestique était épouvantable. Ouais, il veut la bâillonner. Alors Ouais. voilà, et ça, vous avez l'art du portrait, fait comme ceci, fait comme ça. Tout le monde se mêlait de sa vie décidément et chacun avait son idée sur la façon dont elle devait la mener. Il n'y avait qu'elle à ne savoir comment vivre pour bien vivre. Elle était née indécise et il était trop tard pour changer. Un autre paragraphe, il aurait fallu, elle le comprend bien, qu'elle ne soit pas Caroline Massin, une rebelle qui, dès le ventre de sa mère, arracha la vie de haute lutte et que personne n'a jamais pu dompter. Quand elle parlait, elle le contredisait. Quand il commandait, elle désobéissait. Et quand il ne voulait plus d'elle, ni elle de lui, elle disparaissait. Pour échapper à leur guerre, pour éviter le pis, elle a encore dans l'oreille sa menace d'impuissant quand elle revenait, une fois encore, et je ne te reprendrai pas. Et cette phrase-là, je pense que beaucoup de femmes du 19e l'ont dû l'entendre, et même Bien du sûr. 20e, bien évidemment. Exactement. Exactement, je veux dire, c'est un couple finalement qui, dans leur façon conflictuelle de vivre leur couple, est relativement moderne. Enfin, je veux dire, bon, on a l'impression que ça se reproduit très souvent. Quand on entend parler des féminicides aujourd'hui, on peut imaginer des violences. Parce qu'à un certain moment, je lui fais dire qu'elle s'en va parce qu'il lui fait peur, carrément. Il arrive à un tel état d'énervement, de folie presque. Elle se dit, tout peut arriver. Et puis, alors, c'est vrai que c'est un roman très contemporain sur la condition de la femme, comment une femme fait pour ou sauver son couple, ou se sortir d'un couple problématique, ou de reprendre sa liberté. Enfin, c'est vraiment une interrogation comment non pas vivre ensemble, mais vivre avec quelqu'un. Tout à fait. Oui, absolument. À la fois vivre avec quelqu'un, mais au départ, elle pensait que... Je pense qu'elle a beaucoup rêvé aussi, d'une certaine façon. Bon, c'était quand même inespéré pour elle que de devenir la femme d'une sorte de professeur d'université, de philosophe reconnu, puisque au moment évidemment de ses leçons de philosophie positive, il y avait tous les grands philosophes, les grands penseurs qui venaient l'écouter quand même. Donc, elle s'est imaginée peut-être quelque chose. Elle s'est mise elle-même sur un petit nuage d'où il a fait descendre très vite. Voilà, l'union d'un philosophe et d'une lingère est contre nature, prononça-t-il, plus sentencieux que juge au prétoire, comme celle de la carpe et du lapin. Aussi ai-je décidé d'y mettre fin, Madame Massin. Et puis, il y a aussi des phrases pour donner à nos auditeurs l'envie de vous lire et de découvrir votre livre. Oui, s'il vous plaît. Par exemple, mais je pense que je donne quand même envie de lire. Par exemple, peut-on vraiment aimer cet homme qui marche si gravement et qui ne rit jamais? Voilà, le portrait de l'homme est dans une phrase très concise, un peu comme une sorte d'ombre en contre-jour, justement, ce que vous Absolument. aimez. D'ombre portée. Oui. On va faire une pause musicale et nous reprenons notre conversation. Alors maintenant, Fred Friss, Eye to Hear ensemble. C'est assez récent, ça date du 21e siècle.